cela fait plus de 400 ans qu'il n'y a pas eu de supernova dans la Voie lactée. Nous avons donc beaucoup de retard. Voici donc les étoiles les plus susceptibles de faire boum si ce n'est déjà fait. En tête de liste, l'étoile Eta Carinae de l'hémisphère sud. Les lettres grecques précédant le nom d'une constellation indiquent le niveau de brillance d'une étoile dans cette dernière. En 1677, Sir Edmund Halley a enregistré Eta Carinae comme la 7e étoile la plus brillante de la constellation du Carène. Eta étant la 7e lettre de l'alphabet grec. Elle n'était peut-être pas si brillante pour Sir Edmund et ses contemporains au XVIIe siècle, mais les études modernes estiment qu'elle est 5 millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. La luminosité est un terme technique utilisé par les astronomes. Il ne signifie pas seulement brillance, mais fait référence à l'énergie totale libérée à toutes les fréquences. Et Eta Carinae libère 5 millions de fois plus d'énergie que le Soleil. Véritable gros morceau de notre Voie lactée, Eta Carinae est 100 fois plus massive et 240 fois plus grande que notre Soleil nain jaune et blanc. De toute évidence, Eta Carinae est assez éloignée, environ 7500 années-lumière. Pourtant, même à une telle distance, si cette étoile devient hypernova, elle peut quand même avoir un impact sur la couche d'ozone de la Terre, perturber les communications par satellite et blesser les astronautes. 159 ans après l'observation de Halley, Eta Carinae a connu une explosion de type nova. Elle est passée de l'état d'étoile de faible luminosité à celui de la 2e étoile la plus brillante visible depuis la Terre. Mais seulement pendant 27 ans. De 1836 à 1863, Eta Carinae était la 2e étoile la plus brillante visible de chez nous après Sirius, l'étoile du chien, qui n'est qu'à 8 années-lumière. Depuis 1863, à part quelques poussées, Eta Carinae est revenue à sa luminosité d'origine, soit une magnitude de 4,5. Les astronomes pourraient nous présenter des excuses pour la nomenclature de la magnitude des étoiles. Plus une étoile, une planète ou une lune est brillante, plus sa magnitude est faible. Ainsi, les étoiles qui sont plus brillantes que la magnitude 1 sont soit de magnitude 0, soit de magnitude négative. La pleine lune, par exemple, a une magnitude de -13. Une étoile de magnitude 4,5, comme Eta Carinae, est assez peu visible depuis la Terre, mais tu la verrais clairement dans un ciel nocturne sans pollution lumineuse si tu vivais au sud de la latitude du Caire. 30 degrés de latitude nord est le point le plus au nord d'où l'on peut observer cette étoile. Mais Eta Carinae est actuellement en train de faire quelque chose. Elle brille de nouveau, et elle est même plus brillante qu'elle ne l'a jamais été depuis 1864. C'est une situation complexe. Eta Carinae est en réalité constituée de 2 étoiles, Eta Carinae A et Eta Carinae B. Il y a une 3e étoile à proximité qui interagit également avec la dynamique de cette étoile double. Logiquement, elle s'appelle Eta Carinae C. Formée de 2 globes de gaz hypermassifs qui se dilatent à 20 millions de km/h, Eta Carinae est sans aucun doute l'une des étoiles les plus étranges que tu puisses voir. Rappelle-toi qu'elle se situe à 7500 années-lumière de nous. Si quelque chose lui arrivait au cours des 7500 dernières années, comme une hypernova, nous ne le saurions même pas, car aucun des rayonnements électromagnétiques d'Eta Carinae ne serait encore parvenu jusqu'à nous. Les astronomes surveillent de près Eta Carinae, car elle pourrait devenir une hypernova à tout moment, ou peut-être l'a-t-elle déjà fait il y a 5000 ans. Dans ce cas, nous n'aurions plus qu'à attendre 2500 ans pour le découvrir. Parmi une liste de plus de 30 étoiles susceptibles de devenir des supernovas, Rho Cassiopeiae est le choix de nombreux astronomes. Rho étant la 17e lettre de l'alphabet grec, cela signifie que Rho Cassiopeiae est l'étoile ayant la 17e magnitude la plus brillante de la constellation de Cassiopée. Pourtant, c'est l'une des 7 seules étoiles hypergéantes jaunes connues dans la Voie lactée. Encore un gros morceau. Pour être visible à une magnitude de 4,5 à environ 10 000 années-lumière, ce doit être une très grosse étoile, une hypergéante. Placée là où se trouve le Soleil, elle engloberait l'orbite de Mars. Mais elle est encore jaune. Si elle était rouge, cela indiquerait une température de surface plus froide. Donc, aussi énorme soit-elle, Rho Cassiopeiae est toujours aussi chaude que notre Soleil, voire un peu plus. Cela ne peut signifier que 2 choses. 1. Au plus profond de son noyau, Rho Cass fusionne des atomes bien plus lourds que l'hydrogène ou l'hélium.
Et 2. Elle produit beaucoup plus d'énergie qu'une étoile géante rouge. En 2000, Rho Cassiopeiae a fait une éruption massive. Elle s'est illuminée en éjectant 10 000 fois la masse de la Terre dans l'espace à 4 fois la vitesse du son. Les astronomes ont détecté la signature d'oxyde de titane dans cette éruption. Cela signifie que Rho Cassiopeiae est beaucoup plus proche qu'on ne pensait d'une supernova, voire d'une hypernova. Le fer se situe juste quelques échelons au-dessus du titane dans le tableau périodique des éléments. Quand le fer se forme, la fusion s'arrête et une étoile s'effondre. Rho Cassiopeiae en est donc proche, ou plutôt en était proche, car l'éruption observée en l'an 2000 s'est réellement produite 10 000 ans auparavant. De nombreux astronomes pensent que Rho Cassiopeiae est déjà devenue une hypernova, a formé un trou noir et n'existe même plus. De son côté, Bételgeuse a attiré l'attention sur elle il n'y a pas si longtemps. Elle s'est considérablement affaiblie et n'est plus qu'à 37% de sa luminosité habituelle. Se prépare-t-elle à devenir une supernova ? Bételgeuse est de loin l'étoile la plus brillante de tout le ciel, en lumière infrarouge. Ce détail est important car il est lié au statut de Bételgeuse en tant que candidate à la supernova. Mais nous le verrons bientôt. Bételgeuse est également nommée Alpha Orionis, encore une désignation en lettres grecques. Nous devrions donc en conclure que Bételgeuse est l'étoile la plus brillante d'Orion, non ? Faux, c'est la deuxième étoile la plus brillante de sa constellation. C'est Rigel, ou Beta Orionis, l'étoile la plus brillante d'Orion. Ceci est dû au fait que Bételgeuse est classée comme une étoile variable semi-régulière. Son cycle de pulsation d'environ 400 jours modifie sa luminosité d'environ une magnitude complète, la faisant passer de bien plus brillante qu'une étoile de magnitude 1 à proche d'une étoile de magnitude 2. Mais on n'a jamais observé une diminution de luminosité de Bételgeuse aussi rapide et radicale que récemment. De fin 2019 à mi-2020, Bételgeuse a traversé une période d'atténuation substantielle lors d'une éjection de masse. Les astronomes du monde entier ont sauté sur l'occasion et au cours de leurs investigations, ils ont trouvé de nouvelles données surprenantes sur Bételgeuse. Premièrement, Bételgeuse n'est pas aussi éloignée que nous le pensions. Elle se trouve en fait à 548 années-lumière, soit 25% plus proche que la distance mesurée avant. Deuxièmement, le diamètre de Bételgeuse a été réduit du même pourcentage. On sait donc qu'elle est 25% plus petite que ce que l'on croyait auparavant. La cause de cette atténuation spectaculaire a également été déterminée. Bételgeuse a éjecté un nuage de gaz contenant du magnésium qui a bloqué une grande partie de la lumière provenant de l'étoile, la faisant apparaître beaucoup moins brillante qu'elle ne l'était réellement. Le magnésium n'est même pas à mi-chemin du fer sur le tableau périodique, ce qui signifie que Bételgeuse n'est pas aussi proche de la supernova qu'on le croyait auparavant. Lorsque du fer commence à se former dans une étoile, cela signifie qu'elle est sur le point de mettre un terme à ses réactions de fusion. L'étape suivante est l'implosion, et nous n'en sommes pas encore là avec Bételgeuse. Cette étoile émet la majeure partie de son énergie sous forme de lumière infrarouge, ce qui indique que son noyau brûle encore probablement de l'hélium, et non quelque chose qui augmenterait considérablement sa chaleur, comme le carbone par exemple. Bételgeuse deviendra donc une supernova, mais pas avant 100 000 ans. On peut donc le rayer de notre liste des supernovas pour le moment. Quant à la manière de prononcer correctement Bételgeuse, tu peux le faire comme bon te semble. Tu peux même dire Bételgeuse si tu en as envie. La supernova 1987A a pris les astronomes par surprise lorsqu'elle a illuminé le grand nuage de Magellan, situé à plus de 100 000 années-lumière de la Voie lactée. C'est alors que l'attention s'est portée sur une étoile similaire, beaucoup plus proche de la Terre, Rigel de la constellation d'Orion. Pourrait-elle nous surprendre en devenant soudainement une supernova ? Il existe un phénomène appelé le problème des supernovas. Il semble que les étoiles faisant plus de 17 fois la masse du Soleil ne se transforment pas toujours en supernova. Récemment, une géante rouge a tout simplement disparu sans passer par la case supernova. Ce phénomène s'était souvent produit dans des simulations informatiques de supernova, mais il a fini par se produire dans la vie réelle. Rigel fait 21 fois la masse du Soleil. Donc deviendra-t-elle une supernova ou disparaîtra-t-elle simplement dans le trou noir qu'elle créera en son cœur ? Les astronomes et les physiciens poursuivent leurs recherches pour en apprendre davantage sur la dynamique des étoiles massives en scrutant le ciel à la recherche de la prochaine supernova qui se produira dans la Voie lactée. En attendant, nous pouvons être sûrs que la Terre n'est pas menacée par les effets des explosions de supernovas proches.
Nous vivons dans un quartier stellaire plutôt calme, sauf pour les Martiens qui vivent à côté de nous. Imagine que tu sortes de chez toi un matin et que tu vois non pas une, mais 2 étoiles briller dans le ciel. La première est notre bon vieux Soleil et l'autre est Jupiter. Mais comment une planète s'est-elle transformée en étoile? Et qu'arrivera-t-il à la Terre et à ses habitants? Avant de trouver la réponse à ces questions cruciales, nous devons revoir certaines des choses que nous savons sur Jupiter. La plus grande planète du système solaire est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle est principalement constituée de gaz. En raison des différences de pression et de température, ces gaz se séparent en différentes couches. C'est ainsi que se forment les bandes rouges et blanches que l'on peut clairement observer au télescope depuis la Terre. Les températures à la limite de l'atmosphère de Jupiter sont insensées. Elles peuvent atteindre jusqu'à 720 degrés Celsius. La planète exerce également une immense attraction gravitationnelle. En 1995, la sonde Galileo a atteint l'atmosphère de Jupiter et l'a fendue à une vitesse de 170 000 km/h. Elle a subsisté à ces températures brûlantes et a entamé sa descente. Elle a continué d'avancer même lorsque les températures ont brusquement chuté et que la pression ainsi que la vitesse du vent ont augmenté drastiquement. Mais 58 minutes et 156 km après le début de l'exploration, les choses se sont gâtées. La pression équivalente à celle de 23 atmosphères terrestres et les températures toujours plus élevées ont eu raison de la sonde, qui a fondu avant d'être entièrement vaporisée sous l'effet de cette chaleur extrême. Si Jupiter décidait soudain de poursuivre sa croissance, elle deviendrait probablement une étoile, et sa composition permettrait à cette planète de le faire sans problème. Il y a très longtemps, Jupiter a absorbé la majeure partie de la matière restante après la formation de notre Soleil. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée avec plus du double de la masse combinée de tous les autres corps du système solaire. Les composants de la planète sont les mêmes que ceux d'une étoile, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Mais Jupiter n'est tout simplement pas assez massive pour s'enflammer. Et si c'était le cas, elle se transformerait alors en un tout autre type de corps céleste, très probablement une naine brune. Dans un tel scénario, elle aurait un effet mineur sur les orbites des planètes de notre système, car les naines brunes sont plus massives que les planètes, mais pas autant que les autres étoiles. Une naine brune a généralement une masse comprise entre 13 et 80 fois celle de Jupiter, et elle ne peut devenir une étoile que si la pression dans son noyau est suffisamment élevée pour déclencher une fusion nucléaire. Imaginons que ce soit le cas, et que Jupiter soit devenu une véritable étoile. Une naine rouge par exemple. Les naines rouges sont des étoiles dont la masse est comprise entre 7,5 et 50% de la masse de notre Soleil. Les naines rouges sont également plus chaudes que les naines brunes. Leur température peut atteindre les 3500 degrés. Notre Soleil, en comparaison, a une température de près de 5500 degrés. Cela signifie donc que la naine rouge nouvellement formée sera beaucoup moins lumineuse que ne l'est le Soleil. Par ailleurs, la naine rouge Jupiter pourrait empêcher les planètes internes de poursuivre leur orbite, car elle ne parviendrait plus à trouver un équilibre entre les forces gravitationnelles des deux étoiles. Les planètes se rapprocheraient soit du Soleil, soit de la naine rouge nouvellement formée. Si la Terre choisissait la première option, les températures folles de notre étoile principale éradiqueraient vraisemblablement tous les êtres vivants de la surface terrestre. Dans le second cas, nous serions probablement congelés, car Jupiter, en tant que naine rouge peu lumineuse, ne serait pas en mesure de nous réchauffer suffisamment. Mais il pourrait exister une autre option. Les planètes intérieures pourraient être carrément éjectées du système solaire. Si Jupiter était une étoile, elle augmenterait considérablement la quantité de radiation reçue par la surface de notre planète. Notre atmosphère devrait nous protéger à la fois des radiations provenant du Soleil et de celles de Jupiter. Les naines rouges sont notoirement actives. C'est pourquoi Jupiter, tout comme le Soleil, connaîtrait très probablement de fréquentes éjections de masse coronale. Il s'agit d'un terme scientifique pour décrire les grands nuages de plasma chargés d'électricité qu'une étoile libère à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui encore, Jupiter a un impact significatif sur notre planète. La géante gazeuse est environ 318 fois plus grosse que la Terre. Cela signifie également qu'elle exerce une force d'attraction considérable sur notre propre planète. Sa gravité peut entraîner des changements dans notre orbite et des variations climatiques tous les 400 000 ans environ. Lorsque l'influence de Jupiter est la plus forte, la Terre connaît généralement des hivers plus froids, des étés plus chauds et des périodes d'humidité et de sécheresse plus intenses.
De plus, si Jupiter se transformait en naine rouge, sa caractéristique la plus visible pourrait bien disparaître pour de bon. Je veux bien sûr parler de la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une tempête colossale qui fait rage dans l'hémisphère sud de la géante gazeuse. Sa partie la plus haute s'élève à plus de 8 km au-dessus du sommet des nuages environnants. Cette seule tempête est presque 2 fois plus grande que notre planète. En 2017, la sonde spatiale Juno de la NASA a réussi à collecter de nombreuses données sur la Grande Tache Rouge. Il s'est avéré que ce monstrueux cyclone s'enfonçait à plus de 320 km dans l'atmosphère de la planète. C'est 30 à 100 fois plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Mais ces mesures sont très probablement imprécises et les véritables racines de la tempête pourraient être encore plus profondes. La Grande Tache Rouge est plus froide que le reste de l'atmosphère. N'oublions pas que la température de Jupiter est de moins 170 degrés Celsius dans les couches nuageuses supérieures. En revanche, plus on se rapproche du noyau, plus il fait chaud. Étrangement, les températures les plus élevées jamais enregistrées dans la géante gazeuse se sont également produites dans l'atmosphère juste au-dessus de la Grande Tache Rouge. Elles étaient plus élevées que la température de la lave sur notre planète. Les astronomes pensent que les turbulences provoquées par la tempête pourraient produire des ondes gravitationnelles et sonores responsables de cette surchauffe. Mais la tempête elle-même est plus chaude en bas qu'en haut. Cela fait plus de 150 ans que l'on observe le tourbillon en mouvement sur Jupiter. Il y a quelque temps, les astronomes ont même prédit qu'il ralentirait progressivement et deviendrait plus petit, voire qu'il disparaîtrait complètement. Mais ça n'a pas été le cas. Après avoir analysé toutes les données recueillies à l'aide du télescope spatial Hubble, les chercheurs ont été déconcertés de découvrir que les vents à la périphérie de la tempête avaient en fait accéléré. La vitesse du vent aux limites extérieures peut atteindre la vitesse stupéfiante de 640 km/h. C'est plus rapide que les tornades terrestres. En revanche, si tu te trouvais au centre de la Grande Tache Rouge, tu ne serais pas si impressionné. Les vents y sont beaucoup moins forts. Et maintenant, on a un autre scénario pour toi. Et si Jupiter entrait en contact avec la plus petite étoile que nous connaissions? À présent, ces deux corps spatiaux se trouvent sur une trajectoire de collision. Et, gros spoiler, la Terre elle-même pourrait ne pas survivre à une telle rencontre. Voici donc cette minuscule naine rouge. Elle a plus ou moins la taille de Saturne et sa gravité est environ 300 fois supérieure à celle de notre planète. Elle flotte normalement à quelques 600 années-lumière de la Terre, dans un système d'étoiles binaires. Mais aujourd'hui, pour une raison incongrue, elle a transgressé toutes les lois de l'univers et se précipite vers la plus grande géante gazeuse de notre système solaire. Bien que ce visiteur de l'espace soit plus petit que Jupiter, sa masse est bien plus importante, et sa force gravitationnelle commence bientôt à attirer la géante gazeuse. La chaleur dégagée par la naine rouge, associée à sa puissante gravité, fait grossir Jupiter. L'atmosphère de la planète se met à gonfler parce que les gaz qui la composent se réchauffent et se dilatent. Enfin, l'atmosphère de Jupiter commence à s'échapper dans l'espace en direction du visiteur stellaire. Quelque temps plus tard, les gaz qui s'échappent forment un anneau brillant et chaud autour de la naine rouge. C'est une vue terrifiante, comme si un trou noir, très lumineux, était apparu au beau milieu du système solaire. L'étoile continue de déchirer Jupiter, dévorant peu à peu la géante gazeuse. Et bientôt, la naine rouge l'engloutit complètement. Hélas pour elle, Jupiter n'a eu aucune chance. À la place de la géante gazeuse, nous avons maintenant une naine rouge entourée d'un anneau de gaz ardent. Et nous savons déjà à quel point cela risque de mal se terminer. Enfin, le mieux, c'est que ce scénario relève entièrement de la fiction. Ouf, ce n'est pas plus mal. À quoi ressemblerait la Terre si elle avait vu le jour dans un autre système stellaire? J'ai fait quelques recherches pour toi afin de le savoir. Et ce que j'ai découvert s'est révélé étonnamment positif. Des tropiques chauds, des vents forts et des libellules géantes. Mais bon, je vais tout expliquer depuis le début. Entre 1995 et aujourd'hui, la NASA a découvert plus de 4100 planètes situées en dehors du système solaire. Malheureusement, la plupart d'entre elles sont soit des boules de glace comme Neptune, soit des géantes gazeuses comme Jupiter. Mais il y a quand même pas moins de 161 planètes semblables à notre Terre. Et l'une d'entre elles est très proche de nous, dans la constellation du Centaure. Il y a 3 étoiles dans cette constellation.
Les deux premières s'appellent Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Si tu vis dans l'hémisphère sud, tu les as probablement vues. Elles sont très brillantes. À cause de cela, on dirait qu'il ne s'agit que d'une seule grosse étoile. Elles tournent l'une autour de l'autre très lentement. Et puis, il y a une troisième étoile, pas très loin d'elle. Une minuscule naine rouge, Proxima Centauri. Elle a reçu son nom en raison de sa proximité avec notre Soleil. Cette étoile est la plus intéressante, alors parlons-en davantage. Proxima Centauri se trouve à seulement 4,5 années-lumière de nous. Une année-lumière correspond à environ 9600 milliards de kilomètres. Ouais, si nous essayons de nous y rendre, notre voyage en navette spatiale nous prendrait un peu plus de 165 000 ans. Tu crois que c'est beaucoup? À l'échelle de l'univers, c'est un peu comme si tu allais de ton canapé jusqu'à ton réfrigérateur. Proxima Centauri est beaucoup plus légère et beaucoup plus petite que le Soleil. Elle est aussi 2 fois plus froide que notre astre avec une température de 3000 Kelvin. C'est pourquoi nous ne pouvons pas la voir sans télescope. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle brûlera pendant des milliers de milliards d'années. Et tu n'as pas à t'inquiéter, elle ne dévorera pas ses éventuels futurs voisins comme notre propre Soleil. Et oui, l'exoplanète que j'évoquais plus tôt est située juste à côté de Proxima Centauri. Cette planète s'appelle Proxima b. Oui, je sais, les scientifiques se sont surpassés le jour où ils ont inventé tous ces noms. J'espère que tu ne t'en mêleras pas les pinceaux. Elle est légèrement plus grande et plus massive que notre Terre. Et elle est située dans la zone habitable de Proxima Centauri. Cela signifie qu'il peut y avoir de l'eau et même des micro-organismes là-bas. Oui, il est possible qu'un jour nous y trouvions la vie. Mais pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de cette mystérieuse planète. C'est probablement une planète rocheuse, comme notre Terre, et elle doit donc avoir un paysage similaire. Mais ce n'est qu'une théorie. Qui sait quel genre de blingue l'univers est capable d'inventer? Ce serait dommage de faire un voyage de 165 000 ans juste pour tomber sur un gros morceau de glace ou quelque chose du même genre. Heureusement, nous n'aurons probablement pas à attendre aussi longtemps. Nos plus grands savants sont en train de développer une technologie qui nous permettra de nous déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière. S'ils réussissent, nous pourrons atteindre Proxima b en seulement 20 ans. Mais trêve de bavardage, cette vidéo ne porte pas sur Proxima b. Elle porte sur ce qui serait arrivé si la vie était apparue non pas dans notre système solaire, mais dans Alpha Centauri. Et si nous gravitions autour de Proxima Centauri, ou des 2 autres étoiles? Alors maintenant, imaginons que la Terre ait remplacé Proxima b. Je vais appeler cette nouvelle planète la Nouvelle Terre. On dirait que moi non plus je ne suis pas super doué pour les noms. Tout d'abord, parlons de l'orbite. Cette nouvelle Terre doit être environ 25 fois plus proche de son étoile que Proxima b ne l'est. Sinon, il va y faire un froid inimaginable. Déplaçons donc la planète un peu plus près. Parfait. Une journée dure toujours 24 heures. Mais notre période orbitale est très élevée. Proxima b tourne autour de son étoile en 11 jours. Mais nous y arriverons en seulement 8 jours. Tu pourras fêter ton anniversaire toutes les semaines. Super, mais attends, il y a un petit problème. Tu vois, Proxima Centauri est une étoile éruptive. Cela signifie que, parfois, sans prévenir, elle projette des vents stellaires. Ces vents transportent tout un tas de particules ionisées, qui se déposent ensuite sur les planètes. Oui, notre Soleil lui aussi fait ça. Mais Proxima Centauri nous bombarde avec une puissance 2000 fois supérieure. Les niveaux de radiation sont donc hors normes, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Tout ce dont nous avons besoin, ce sont de champs magnétiques incroyablement robustes. Ils nous permettront d'avoir une atmosphère très épaisse et de nous protéger des coups de colère de Proxima Centauri. Mais maintenant, il va faire très chaud. Ou pas. Encore un problème. Les scientifiques ne savent toujours pas exactement comment les planètes de Proxima Centauri gravitent autour d'elle. Et s'il s'avérait qu'elles sont en état de verrouillage gravitationnel comme notre Lune? Alors, une moitié de notre nouvelle Terre serait une poêle à frire, et l'autre moitié serait constituée de déserts glacés. Allez, ce n'est pas grave, nous nous installerons simplement quelque part au milieu. Je n'imaginais pas que je dirais ça un jour, mais il fera certainement doux au pôle Nord. Et si nous avons un peu de chance avec la rotation de notre planète, nous jouirons d'un climat tempéré et douillet. La moyenne sera d'environ 21 degrés et il n'y aura pas de températures extrêmes. Sur cette nouvelle Terre, nous disposerons de beaucoup plus d'eau. La météo y sera généralement assez folle, des vents très forts et des pluies dévastatrices qui pourront durer assez longtemps. Mais on pourra s'adapter. Les changements de température sont beaucoup plus perceptibles dans les montagnes.
Tout comme sur Terre, plus tu montes, plus il fera froid. Sauf qu'il fera très froid ici, au sommet. Pour cette raison, il y aura des jungles au bas des montagnes et des collines et des déserts enneigés sur les sommets. Mais en général, ce sera presque comme sous les tropiques terriens. La flore y sera abondante. Les arbres seront peu élevés mais luxuriants. Notre atmosphère épaisse facilitera aussi le vol. Il y aura donc beaucoup de grands animaux volants. Par exemple, des libellules avec une envergure de 5 mètres. Passons à autre chose. Le ciel y sera beaucoup plus clair que sur Terre et très nuageux. Parfois, il aura l'air complètement blanc. Mais le ciel étoilé y sera magnifique et lumineux. Imagine 4 soleils. Le principal, ce sera Proxima Centauri. Nous pourrons également voir les étoiles Alpha Centauri A et B, qui seront très brillantes. Et enfin, notre bon vieux Soleil, une superbe étoile lointaine. Allez, je t'autorise à verser une larme pour notre vieille Terre. Il y aura quelques planètes près de nous, comme Proxima Centauri C. L'étoile haute est entourée de 2 ceintures de poussière cosmique. Tu auras donc droit à de splendides panoramas nocturnes. Au final, nous aurons donc une planète un peu folle, mais magnifique et verdoyante. Personnellement, j'accepterais d'y emménager dès le mois prochain. Et toi, qu'en dis-tu? Partage ton avis dans les commentaires. Très bien, maintenant nous savons ce qui serait arrivé si notre Terre avait vu le jour près de Proxima Centauri. Mais si elle était apparue autour des 2 autres étoiles? Malheureusement, il nous serait impossible de tourner autour de 2 étoiles en même temps. Les scientifiques pensent qu'il y a une planète qui saute d'une orbite à l'autre entre Alpha Centauri A et B. Mais elle est probablement très froide. Choisissons donc Alpha Centauri A. Tout comme sur la nouvelle Terre, les températures moyennes y seraient d'environ 21 degrés. Mais les variations de température seraient assez importantes. Elles passeraient de moins 73 degrés au pôle sud à 45 degrés à l'équateur. Près du nord, il ferait donc plutôt bon vivre. Une journée durerait toujours 24 heures et la période orbitale serait d'1 an et 1 mois. Ce serait plus ou moins pareil près d'Alpha Centauri B, mais la période orbitale y serait d'environ 6 mois. Les autres conditions y seraient très similaires à celles de la Terre. Les changements de saison ne seraient presque pas perceptibles. Les températures ne changeraient pas beaucoup non plus. Où que nous nous installions, l'étoile voisine serait bien visible, mais nous ne verrions probablement pas Proxima Centauri. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, tout cela suppose des conditions parfaites. Tout comme sur Terre, le moindre changement, qu'il s'agisse d'une atmosphère trop ténue ou d'une plus grande distance par rapport à l'étoile, est tout tombe à l'eau. Nous avons donc eu énormément de chance avec notre Terre. Mais les possibilités de découvrir une planète habitable sont très élevées. Au minimum, il y a 15 millions de planètes dans notre univers où nous pourrions trouver de la vie.